la vision symbolique, en fait, elle a abîmé d'une certaine manière l'architecture et la compréhension du monde. Nous, en tant qu'architectes, on n'est pas obligé de seulement dessiner ou de designer l'enveloppe. On peut aussi finalement designer le vide. Les architectes étaient désarmés par rapport à la question du réchauffement climatique ou par rapport aux canicules en ville. Et tous les architectes qui travaillent aujourd'hui en paille, en pierre ou en terre, ils sont aussi les otages, enfin les esclaves du CO2. Alors que dans son rapport présenté au cours de l'été, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat dresse un état des lieux alarmant, nous avons donné la parole à un architecte profondément engagé dans le dialogue entre notre façon d'habiter et la nature. Architecte suisse ayant établi son agence à Paris en 2008, Philippe Ram est l'auteur de nombreux ouvrages de référence et communique ses enthousiasmes et ses visions dans de multiples conférences, débats et expositions à travers le monde entier. Il nous a reçus dans son agence de la rue Chabanais à Paris. Remontant pour nous le fil de la petite et de la grande histoire, il nous a raconté son parcours universitaire, les courants de pensée qui ont nourri sa thèse, son premier projet en France. Il nous a parlé aussi des conditions matérielles qui, de siècle en siècle, ont influencé la forme de nos bâtiments ou de notre propension à voir du symbolique là où il n'y en a pas nécessairement. Philippe Ram, c'est à vous. Les Tessinois étaient en fait plus liés à la question de la forme. C'était une sorte de postmodernisme formel. On travaillait sur les ronds, sur les carrés, enfin, un travail géométrique en fait de l'architecture. En fait, ça c'était, si on veut, la Suisse italienne. Et juste après, il y a eu cette génération donc suisse-allemande qui elle s'est plus intéressée aux matériaux, voilà, à la question matérielle. C'est pour ça que par exemple, un artiste comme Joseph Beuys était important pour cette génération-là, ou l'Arte Povera en Italie. Et ce qui était très intéressant, c'est que voilà, c'était tout un nouveau décalage par rapport au champ de l'étude de l'architecture. Et moi, ça m'a passionné, enfin ça m'a intéressé d'y aller. Et donc j'ai été étudié à Zurich parce que c'est là où il se passait quelque chose en fait. Et puis après, je suis revenu à Lausanne. Et j'ai ouvert mon bureau d'architecture à Lausanne avec un ami qui en travaillait durant nos études déjà ensemble, Jean-Gilles Descoster. Et donc on a ouvert notre bureau Descoster et Ram associés. En fait, on a travaillé 2 ans dans un bureau à Lausanne, dans lequel on a réussi à travailler, finalement à se retrouver à travailler ensemble dans le même bureau. Et puis ensuite, on s'est fait... on a dû partir de ce bureau parce qu'on était trop indépendants à l'intérieur de ce bureau. Enfin, voilà. Et bref, on a ouvert notre propre agence et on a gagné quelques concours à ce moment-là. On a eu un succès, je dirais, quand on a ouvert nos bureaux, on a gagné quelques concours en Suisse romande, certains assez importants pour la Suisse. Et on s'est séparés en 2005, en fait. Et c'est à ce moment-là, donc 10 ans après, que je suis venu en France, que je me suis installé ici avec Philippe Ram, architecte. Au moment où on s'est séparés, on avait gagné un concours pour la région de Bassivière, dans le Limousin, pour élaborer un plan d'urbanisme, en fait, de développement de cette région autour d'un lac artificiel EDF qui crée un paysage assez étonnant pour cet endroit. Et donc, nous, la mission qu'on avait, en fait, il y avait eu 2 missions qui avait été lancée au même moment, une sorte de charte paysagère qui avait été faite par Gilles Clément. Et nous, on a eu la charte architecturale, donc définir comment pourrait s'implanter des nouveaux bâtiments, notamment touristiques, autour du lac, et quel type d'architecture. Donc, comme on avait ce mandat à ce moment-là, moi, je suis venu en France pour travailler sur ce projet-là, quoi. En fait, c'est un projet qui a été très important pour moi. C'était donc en 2005, parce qu'en fait, on a intégré des questions d'écologie, d'environnement, notamment aussi sous la pression politique. C'est l'apparition du HQE à ce moment-là.
Et donc, il y avait cette question de l'écologie. Et moi, en tant qu'architecte, je travaillais avant ça plutôt sur la discipline architecturale autour de la question de l'espace, en disant que en architecture, en fait, on parle du plein et du vide. Et le vide, en fait, on en parle de manière abstraite, en fait, comme si c'était un peu rien et que le solide était tout. Et les architectes dessinaient le solide, enfin, donc les murs, les détails des murs, enfin, les mots des natures, en choisissant précisément les types de matériaux, la manière de mettre en place les briques, enfin, si c'est en acier, comme si c'était le solide, le plein qui était l'important et le vide était un peu secondaire. Et en réalité, la discipline architecturale, c'est une discipline qui est liée au vide. La finalité de l'architecture, c'est de créer des vides. Il y a beaucoup plus de vide que de plein, et c'est ça qu'on habite. Le plein, il est là pour faire la frontière, pour faire des barrières, pour empêcher que l'air fuit, quoi. C'est des chambres à air. Enfin, pour que la lumière rentre, ça nous embête. Enfin, ce qui nous embête, c'est qu'il y ait des murs, parce qu'on aimerait être dans la lumière, ou alors s'en protéger quand il y a trop de soleil en été, quoi. Mais donc c'est des sortes de filtres. Donc le plein, il est là pour essentiellement pour créer une petite poche dans laquelle l'air, on peut le changer sa température. Il faut le tenir à l'intérieur d'une bulle, quoi. Donc la finalité de l'architecture, c'est à la base, c'est ça. En même temps, qu'on peut dire aussi, comme le dit Vitruve, c'est faire un toit pour se protéger des excès du soleil, faire des murs contre le vent, finalement fermer tout ça pour pouvoir après allumer un feu et avoir chaud, quoi. Donc moi c'est ça qui m'intéressait en tant que je dirais entre 1995 et 2005, donc durant cette première partie, c'était la qualité du vide, la définition du vide en tant que matière d'architecture. Et ça venait de la génération précédente, donc de Herzog et de Meuron et Zumthor, qui avaient fait rentrer la question matérielle dans le postmodernisme. En fait, dans le premier postmodernisme est un postmodernisme formel, donc on s'intéresse aux frontons, aux formes des bâtiments, si c'est si ça rappelle des architectures italiennes ou parisiennes, enfin quelle forme une fenêtre elle a à New York, ou quelle forme elle a à Paris, ou quelle forme elle a à Genève. Et les postmodernes suisses, en fait, se sont moins intéressés à la question de la forme, donc la forme de la fenêtre, mais plutôt à la matière. Donc, si c'est en bois, par exemple, ça rappelle les baraques dans les cours, les îlots à Bâle, par exemple, ou si c'est en pierre, c'est les maisons dans les montagnes en Suisse, au Tessin, ou si c'est en éternite, c'est les matériaux industriels qu'on trouve dans la périphérie, un peu au milieu de la petite Suisse, un peu industrielle, autour de Bâle et Zurich, comme ça. Donc c'est cette mémoire des matériaux qui est devenue plus importante. Et c'est tout le début du travail de Peter Zumthor, de Herzog et de Meuron, c'est ça, c'est sur cette qualité d'abord mémorielle de la matière, et puis ensuite un peu plus sensuelle avec Zumthor qui apporte la question de la sensualité peut-être des matériaux, s'ils sont doux ou s'ils font du bruit, ou si, enfin, cette dimension sensuelle, si on veut, qui était aussi là chez Miroslav Schick. En fait, je me souviens lors d'un cours, il parlait de la température d'un matériau, enfin, c'est-à-dire si on le touche, s'il est froid ou s'il est chaud, quoi. Donc voilà, et nous, on est arrivé en fait en prolongeant ces questions sur la matière, mais en disant bon, là on parle que de la matière solide, de ce qu'on voit, mais qu'est-ce qu'il en est de la matière du vide? Et en réalité, on dit le vide, mais le vide, il n'est pas vide, il est composé d'air qui a une certaine température, une certaine humidité, traversé par des ondes électromagnétiques, avec peut-être des virus et des bactéries qui flottent dans l'air, ou alors du formaldéhyde, enfin des polluants, ou avec des certaines températures. Et puis lui-même, il n'est pas homogène. En fait, l'air chaud monte, l'humidité, l'air plus humide aussi monte. Et donc, en fait, cette masse d'air, en fait, c'est aussi un matériau, quoi. C'est aussi un matériau de construction. Et nous, en tant qu'architectes, on n'est pas obligé de seulement dessiner ou de designer l'enveloppe. On peut aussi finalement designer le vide.
Et c'est pour ça que notre premier, avec Descoster, notre premier livre, la première exposition et notre travail à ce moment-là s'est appelé Architecture physiologique. Et on a représenté la Suisse à la Biennale de Venise en 2002, en transformant tout le pavillon suisse en ce qu'on appelait un hormonorium, qui était un lieu dans lequel on transformait la lumière en la faisant très intense, en montant à 10 000 lux en fait la lumière, en transformant l'air, en réduisant le taux d'oxygène et en ajoutant de l'azote en fait. On avait travaillé avec une entreprise chimiquement pour faire cette nouvelle composition de l'air à l'intérieur du pavillon. Et donc on était, au lieu de 21% d'oxygène, on était passé à 14,5% d'oxygène en rajoutant plus d'azote, en fait, en triant et en recomposant l'air. Et là, en fait, ce qui était intéressant aussi, c'est que la perception de l'espace n'était plus visuelle, c'était physique, physiologique et en réalité hormonale. C'est-à-dire que il y avait des réactions hormonales qui se mettaient en place, c'est-à-dire que la grande lumière bloquait la mélatonine, l'hormone qui est responsable du sommeil qu'on sécrète le soir comme ça, parce que une lumière intense aujourd'hui, enfin à l'époque on ne savait pas, mais c'est plutôt dans le bleu comme ça, qu'il y a des effets sur la rétine qui bloquent les sécrétions de cette hormone. Donc il y avait un effet un peu dopant, enfin réveillant de cet espace, et le taux d'oxygène réduit. En fait, ça induit très rapidement, en quelques minutes, une sécrétion de l'EPO, l'érythropoïétine, qui est une hormone en fait que par exemple les sportifs qui vont s'entraîner en altitude, en fait, ça multiplie les globules rouges qui acheminent plus rapidement le peu d'oxygène aux cellules, et donc quand on redescend en plaine, on a c'est estimé à 10% les performances musculaires ou les performances physiques en plus. Donc tout l'espace avait, en fait, en travaillant sur l'air, la lumière, on travaillait sur la matière réelle de l'architecture, donc l'espace, c'est la fin, on n'est pas des sculpteurs, enfin notre but c'est pas de définir le plein, de définir ce qu'on voit, ça c'est le rôle du peintre, de définir le vide dans lequel on peut pénétrer, ça c'est le rôle de l'architecte. Donc en reprenant position dans notre rôle fondamental de designer du vide, on requalifiait, en travaillant directement là-dessus, on s'apercevait qu'il y avait déjà, ça transformait les modes de perception, c'est-à-dire que tout d'un coup c'était plus des perceptions picturales ou visuelles, mais ça devenait physiologique et hormonal. Et puis, ça brisait aussi une forme de naïveté, je dirais, de penser que l'architecte n'est pas responsable de la pollution intérieure, n'est pas responsable des spectres émis par les lampes, de la qualité qu'il y avait aussi une responsabilité médicale. Cette vision symbolique, en fait, elle a abîmé d'une certaine manière l'architecture et la compréhension du monde. Le problème du réchauffement climatique, le fait que les villes, le réchauffement climatique ou même la pandémie du virus, en réalité, ce qu'on a pu constater, c'est que les intellectuels français étaient totalement désarmés vis-à-vis de ça. Il n'y avait aucun discours intellectuel construit qui était capable de dire ce qui se passait. En fait, donc il y a eu un grand silence du monde intellectuel parce qu'ils n'étaient pas armés, parce qu'ils sont armés uniquement avec des questions symboliques et des questions politiques. Alors, le mot politique, il est aussi intéressant, c'est-à-dire que le mot politique, c'est la vie de la police, c'est relatif à la police grecque, donc c'est la question des constructions humaines, hein, constructions sociales. Par contre, les questions naturelles, les questions de la nature ou d'un virus ou d'un problème de température, qui ferait partie plutôt de la physique ou de la physis grecque, ou du natura romain, en fait, on pourrait dire si on veut, il y a la police et la physis, enfin la nature et la ville. Ce qui s'est passé, pour revenir en architecture, en fait, c'est que les architectes étaient désarmés par rapport à la question du réchauffement climatique ou par rapport aux canicules en ville. Enfin, c'est-à-dire que parce qu'on peut pas répondre par le symbolique. Si tout d'un coup on surchauffe en été sur une place, on va pas y répondre par une métaphore. On doit y répondre en peignant en blanc le sol, en mettant des arbres pour créer de l'ombre, en mettant des fontaines pour rafraîchir la ville. Et donc, tout d'un coup, on retrouve toute une histoire de l'architecture qui a été ignorée par les dimensions culturelles et les dimensions symboliques. C'est-à-dire pourquoi les dômes existaient autrefois, c'était pour évacuer l'air chaud. Pourquoi le Panthéon de Rome, il y a un trou en haut? C'est pas parce que s'il n'y a pas de trou, ça surchauffe. L'air chaud est bloqué, comme dans une cocotte minute. C'est pas un trou symbolique, c'est un trou pour évacuer l'air chaud. Par exemple, Alberti et Serlio, hein, des auteurs de la Renaissance, expliquent
Dans les pays chauds ou dans les moments chauds, il faut des plafonds hauts pour que l'air chaud monte. Pour l'hiver ou dans les pays froids, il faut des plafonds bas. Il faut placer les pièces au nord en été, les pièces au sud en hiver pour profiter du soleil. Il faut faire des fenêtres qui s'alignent pour permettre au vent de traverser la maison. Il faut faire des dômes, il faut faire des portiques pour empêcher les rayons du soleil. En fait, ils expliquent tout ça. Simplement, nous, pas moi, la génération d'avant ne lisait plus ces questions-là d'un point de vue matériel. En fait, ils lisaient ça uniquement d'un point de vue superstructurel, symbolique. Cette idée du matérialisme historique, en fait, ce qu'il explique, c'est que les conditions, les valeurs esthétiques, symboliques, morales, qu'on a après appelé superstructurelles comme ça, sont relatives aux conditions matérielles, infrastructurelles. C'est-à-dire que les valeurs symboliques n'existent que à travers une base infrastructurelle. Et que quand la base matérielle change, les valeurs symboliques, morales, esthétiques changent. Et simplement, elles changent plus lentement, Mies van der Rohe disait la même chose, elles changent plus lentement que l'infrastructure. Par exemple, Karl Marx dit que l'abolition de l'esclavage est devenue possible à partir du moment où il y a le charbon et les machines à vapeur. Ces conditions matérielles qui changent les valeurs morales. Ces analyses sont très intéressantes aussi au niveau architecture parce qu'on s'aperçoit que effectivement, pourquoi tout d'un coup il y a des gratte-ciel? Parce qu'il y a le charbon qui permet de faire des immenses hauteurs, de cuire à des températures extrêmes du métal, enfin des minerais qu'on peut former en métal, on transporte en locomotive, on élève avec des grues. Donc, si on veut les gratte-ciel, je sais pas si on prend le Seagram Building de Mies van der Rohe, ce gratte-ciel-là, qui est l'architecte de est-ce que c'est Mies van der Rohe ou est-ce que c'est le charbon? Enfin, on peut dire, le charbon est tout autant l'auteur de ce bâtiment que Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, c'est presque l'esclave du charbon. Enfin, c'est presque le tâcheron qui met en place les possibilités matérielles En fait, on relie plus aujourd'hui, même que ce soit aussi dans la gauche, la gauche ne relie plus les questions symboliques avec les questions matérielles. Et c'est très étonnant, il y a cette rupture qui a commencé un peu peut-être avec l'existentialisme, avec Sartre en fait, qui place la question du déterminisme, qui abolit le déterminisme au profit de la liberté, en disant que l'être humain est libre. Ce que dit pas Karl Marx, mais Karl Marx il dit qu'il est déterminé par les conditions matérielles. Donc en fait, cette rupture-là, elle est quasi fasciste parce que Mussolini dit le contraire. C'est que les idées, le spirituel déterminent le monde, tandis que Karl Marx, c'est la matière qui détermine le monde. À partir des années 60 jusqu'en 2019, je dirais, les questions symboliques et les questions esthétiques et les questions culturelles, voire même les questions politiques, en fait, ont pris une ampleur qui était relative aux conditions matérielles de ces 30 glorieuses, si on veut, qui était liée à un usage massif de pétrole et à un usage massif des antibiotiques et des vaccins, qui faisait que les conditions matérielles étaient faciles. Enfin, on n'était plus vraiment malade, donc on n'avait plus à se soucier d'évacuer les miasmes, on n'avait plus de démolir les rues comme Haussmann le faisait pour évacuer le choléra et la tuberculose, et puis on n'avait plus à se soucier du froid puisqu'on avait des chaudières qui toutes ces choses-là ont transformé. Donc ma position, effectivement, que ça soit dans ce premier travail avec Jean-Gilles Descoster, mais toujours aujourd'hui, en fait, c'est effectivement de fonder, de comprendre les questions infrastructurelles, matérielles, dans lesquelles on agit, et de voir que les conséquences esthétiques sont issues de ces conséquences matérielles. À un moment donné, effectivement, par rapport à l'excès symbolique de cette vision symbolique entre 1960 et 2019, je veux dire le retour de bâton, de balancier, il revient avec le réchauffement climatique et la pandémie qui fait que tout d'un coup le réel est là, avec le matériel est là, et finalement on peut plus faire des gratte-ciel parce qu'on sait qu'on émet du CO2 et que ça transforme tout le climat. Donc on fait des choses en bois, en pierre, en terre, en paille. Tout d'un coup, il y a tout ce retour esthétique qui est là à cause du CO2. Et donc tous les architectes qui travaillent aujourd'hui en paille, en pierre ou en terre, ils sont aussi les otages, enfin les esclaves du CO2.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Si ça vous a plu, suivez-nous sur les réseaux sociaux d'Abvent, Facebook, LinkedIn, Twitter, pour découvrir les podcasts à venir.